Je voudrais commencer cet exposé avec une petite précision. C'est parce que je me rends compte souvent que certains considèrent l'origine des comportements symboliques comme l'équivalent de l'origine des représentations figuratives. C'est-à-dire l'art des cavernes, l'art rupestre représenterait l'origine des comportements symboliques. Alors si cela était le cas, ma conférence serait très très courte ici, c'est-à-dire que je vous confirmerai que la grotte Chauvet en Europe est l'art pariétal la plus ancienne, que les figurines en ivoire trouvées dans le sud de l'Allemagne, dans le Jura souabe, sont effectivement les plus anciennes représentations à 3D. Et je vous dirai aussi que désormais on sait que l'art rupestre de la grotte Chauvet n'est pas la plus ancienne art rupestre, parce que nous savons depuis 2019 qu'en Indonésie, on a de l'art pariétal qui est bien plus ancienne que la grotte Chauvet. Et même dans les derniers articles, donc vous voyez ici cette représentation, c'est daté entre 43 000 ans et 44 000 ans, donc 7-8 000 ans avant la grotte Chauvet. On n'a pas seulement des animaux peints, mais des véritables scènes avec des bovidés et des humains qui ont des têtes animales qui semblent soit chasser, soit établir quelque type de lien avec ces bovidés. Donc ça, c'est l'art rupestre la plus ancienne. Et en Afrique, au contraire, dans cette grotte qui s'appelle Apollo 11, on a des plaquettes peintes, mais sont plus récentes, autour de 28 000 ans. Mais les comportements symboliques et la pensée symbolique ne se résument sans doute pas à des représentations figuratives. La pensée symbolique, c'est quelque chose de bien plus complexe. En effet, c'est la capacité de toutes les sociétés humaines actuelles et de toutes celles connues ethnographiquement, historiquement, de vivre, si on peut dire, dans une double réalité, c'est-à-dire la réalité que nous connaissons physique autour de nous, mais une réalité qui est construite par chaque culture. C'est-à-dire que les sociétés humaines sont capables d'attribuer des significations, des noms à chaque élément de la nature qui nous entoure. Donc c'est les arbres, le ciel, la lune, le soleil, deviennent des partenaires, je dirais, symboliques. Ils reçoivent des noms, ils tissent des liens entre eux, donc ils créent des véritables systèmes symboliques que nous sommes capables de communiquer d'une génération à l'autre. Donc c'est ce qui, en effet, crée le cœur de ce qu'on appelle des cultures cumulatives. Et même, c'est grâce à ça que nous ne vivons pas dans des niches écologiques, mais que les humains ils vivent dans des niches qu'on pourrait appeler épistémiques, c'est-à-dire des niches construites sur des connaissances qui sont, à fur et à mesure, accumulées au cours du temps. Alors, quand on regarde les sociétés traditionnelles, on se rend compte que les premiers supports de cette capacité à produire des symboles ne sont pas les parois des grottes ornées, mais c'est notre corps, c'est-à-dire qu'à travers des technologies différentes, les vêtements, des peintures corporelles, des scarifications, des tatouages, des objets de parure, des vêtements, nous sommes capables de transformer notre corps en symbole et l'utiliser pour créer notre propre identité, mais aussi pour projeter sur les autres membres de notre groupe et sur des membres d'autres groupes des informations sur notre statut social, sur notre genre, sur notre appartenance ethnique, linguistique ou religieuse. C'est clair que sans cette capacité, il ne pourrait pas exister de religion, il ne pourrait pas exister de rituels, mais même il ne pourrait pas exister d'écriture, ni de mathématiques, ni d'ordinateur, ni le monde, disons, le monde actuel dans lequel nous vivons et qui est donc un monde de communication digitale. Mais tout cela se base sur un substratum qui est notre capacité à produire, à lire, à interpréter et transmettre des symboles. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une continuité avec le monde animal. 30 ans, 40 ans de recherche sur les chimpanzés en laboratoire montrent que les chimpanzés ont, dans une certaine mesure, des capacités de pensée symbolique. Par exemple, les chimpanzés sont capables d'attribuer des significations à des signes qui n'ont pas de lien iconique avec la chose représentée. Certains chimpanzés ont appris le langage des signes des sourds-muets américains, qui est tout à fait comparable à un langage oral articulé humain. La différence entre les chimpanzés et nous, ce n'est pas tellement dans leur incapacité
à raisonner symboliquement, mais dans le fait que les chimpanzés à l'état sauvage n'ont jamais développé des cultures symboliques comme les humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables enfin, ils n'ont pas eu besoin disons, d'incorporer des symboles dans des objets ou dans des éléments de la nature. Alors donc, avant de rentrer dans l'archéologie, un mot sur comment les scientifiques ont essayé d'expliquer cette capacité particulière à Rome et sur l'émergence de cultures symboliques. Alors cela a changé beaucoup au cours des derniers 25 ans. Il y a 25 ans, on considérait que les premières cultures matérielles symboliques s'étaient développées en Europe lors de l'arrivée des hommes de Cro-Magnon, des hommes comme nous en Europe, et cela a été démontré par le fait que pour la première fois, on considérait des objets comme des objets de parure, des pigments, des instruments de musique, des représentations 3D, de l'art pariétal étaient rencontrés en Europe. Et on considérait qu'à l'époque, les Néandertaliens n'étaient pas capables de ce type de comportement. Donc, voilà. Et vous voyez ici deux personnages qui ont été des ténors, des partisans de cette vision. Paul Mellars, professeur à l'université de Cambridge, et Richard Klein à l'université de Stanford. Alors, Paul Mellars nous l'a laissé il y a 2-3 ans. Richard Klein est encore vivant, mais ces deux livres, The Human Career et The Human Revolution, ont été les piliers de cette vision révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'explication à ce changement soudain. Certains pensaient que ça pouvait être une mutation génétique qui n'aurait pas laissé des traces sur la morphologie crânienne. Et à l'époque, ils n'étaient pas les seuls à penser cela. Par exemple, le fameux linguiste Noam Chomsky considérait, bon, à l'époque peut-être il a un petit peu changé depuis, que le langage humain, c'était quelque chose de tellement compliqué qu'on ne pouvait pas y envisager un moment de transition entre les moyens de communication animale et le langage humain. Et que donc le langage humain devait, selon lui, se développer tout d'un moment, tout d'un coup, comme une sorte de mutation génétique qui aurait donné une marche en plus cognitive aux populations humaines. Alors cette idée d'un changement soudain a changé au cours des années 90 à cause en effet, pas pour des découvertes archéologiques, mais à cause de changements dans notre vision de l'origine de l'homme moderne. C'est-à-dire que les études sur la variabilité génétique des populations actuelles ont montré que notre espèce venait d'Afrique. Et cela a donné naissance à une nouvelle vision de l'origine de notre cognition. C'est-à-dire que plutôt qu'un changement soudain, certains collègues, et ça, il y a un papier très connu écrit par Alison Brooks et Sally McBurty dans Journal of Human Evolution, que je crois que c'était le papier le plus long jamais publié par cette revue, qui ont proposé que comme le moderne s'est développé en Afrique, des changements culturels importants, y compris de la culture matérielle symbolique, ont dû se développer, mais d'une manière graduelle, à partir de ce phénomène de spéciation. Donc, ces comportements que vous voyez ici, donc par un effet cliquet, petit à petit, il y aurait eu une graduelle accumulation de ces innovations. L'origine de ces innovations a été ce changement biologique, c'est-à-dire l'émergence de notre espèce. Donc, selon ce modèle, nous ne devrions pas trouver ces innovations chez d'autres espèces. Et cette idée, naturellement, s'appuyait aussi sur le fait qu'à l'époque, on considérait que les Néandertaliens et d'autres, disons, représentants archaïques de notre espèce et les hommes modernes étaient des espèces totalement différentes, pas seulement morphologiquement, mais aussi cognitivement, et qu'il n'y avait aucune possibilité d'échange génétique entre ces espèces. Nous savons maintenant que cela n'est pas vrai. Tous les travaux en génétique et chaque génération de nouvelles données génétiques montrent que nous avons échangé des gènes avec les Néandertaliens, que nous avons échangé des gènes avec les Denisoviens, qu'il y a des populations humaines actuelles qui encore ont une partie non négligeable de leur patrimoine génétique qui vient des Néandertaliens ou des Denisoviens, et que d'ailleurs les Denisoviens et les Néandertaliens ont aussi échangé des gènes.
Et pas seulement ils ont changé des gènes, mais ils nous ont aussi laissé des traces phénotypiques, c'est-à-dire des traces dans la morphologie crânienne. Par exemple, des études très pointues de morphométrie crânienne montrent qu'en effet, les Européens ont des traits qui ont été hérités des Néandertaliens, chose qui n'est pas présente chez des populations africaines. Alors, une troisième vision nouvelle qui s'est développée à partir de 2017 est sortie à partir de ce workshop dont vous voyez ici et qui a produit un article dans une revue assez connue, Nature Trends in Ecology and Evolution. Donc, la personne qui a initié cela, c'est cette fille ici que vous voyez au centre, qui s'appelle Eleanor Sherry. Et donc, elle a été capable de mettre ensemble des archéologues, des généticiens, des paléanthropologues, des dateurs, des paléoécologues que vous voyez ici réunis devant un collège à Oxford. Et donc, cet ensemble de chercheurs, parmi lesquels vous voyez ici un peu sur le côté, a proposé une autre hypothèse, c'est-à-dire qu'en effet, les populations humaines modernes se seraient développées en Afrique, mais avec un schéma multirégional, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une origine unique suite à une mutation en Afrique, mais plutôt des relations et des échanges génétiques et une accrétion, c'est-à-dire un ajout graduel d'éléments modernes chez les populations vivant en Afrique entre 300 000 ans et 100 000 ans. Donc, en effet, sur la base de cela, ce n'est plus très clair de savoir qui est moderne et qui n'est pas moderne en Afrique, parce que cela se développe au cours d'un très long processus. Et d'ailleurs, les premiers, soi-disant modernes en Afrique, c'est-à-dire Djebel Irhoud, il y a 300 000 ans, ont des caractères modernes dans la face, mais en effet, leur crâne est très aplati, comme on voit chez des populations archaïques. Donc, il s'agirait d'un processus graduel d'échange de gènes et aussi de bassins, c'est-à-dire d'échange dans des populations à certains moments, et une fermeture, un peu comme des vases communicants qui se ferment dans d'autres, cela en suivant des changements climatiques qui avaient vécu le continent africain. Alors, dans la première partie de cette présentation, je vous présenterai les innovations qu'on voit en Afrique à cette époque. Donc, une bonne partie des innovations qu'on pensait être des innovations qui étaient présentes en Europe qu'à partir de 40 000 ans, mais qu'on trouve en Afrique. Donc en Afrique, maintenant, par exemple, on sait qu'il y a au moins 70 000 ans, on fait des pointes bifaciales que vous voyez ici, dans le site de Blombo. C'est même, on chauffe la pierre pour pouvoir finir la taille de ces outils. On sait que les Africains... peut-être même il y a 300 000 ans, mais sans doute à partir de 70 000 ans, ils produisent des mastiques qui permettent donc d'emmancher des outils en os assez élaborés, comme vous voyez ici, des harpons qui viennent du site de Katanda, mais il y a d'autres sites sur lesquels j'ai moi-même travaillé, à Siboud ou en Afrique du Sud, des Blombos, où on voit des outils en os complètement façonnés, comme ceux qu'on rencontre au Paléolithique supérieur, et donc des gravures, des objets de parure, une utilisation de pigments dont nous allons parler par la suite. Mais ces innovations ne semblent pas montrer ni une origine soudaine, ni une origine graduelle sur l'ensemble du territoire africain, comme on pourrait s'attendre dans une vision qui voit l'homme moderne, pourvu d'une nouvelle cognition à cause d'un changement biologique, d'un changement, dans une création de nouvelles espèces, et qui aurait rapidement remplacer les populations archaïques. Au contraire, ce qu'on voit, c'est ces innovations, ils se développent surtout dans deux régions africaines, c'est-à-dire une région qui suit le Rift jusqu'à l'Afrique du Sud et le Maroc. Et à l'extérieur de cette zone, malgré le fait que toutes ces zones n'ont pas été naturellement recherchées et fouillées de la même façon, mais il y a plein de zones dans lesquelles nous avons des restes humains qui semblent être morphologiquement modernes, mais qui en effet n'ont pas produit ces innovations. Et en plus, ces innovations semblent se développer à des moments très différents. C'est-à-dire, au début, comme nous allons voir dans la diapositive suivante, il y a une utilisation d'ocre, de pigments.
à partir peut-être de 500 000 ans. Et après, on a des industries osseuses, des objets de parure, etc. Mais cela s'étale sur une très longue période. Donc, je vais vous parler un petit peu des pigments, parce que les pigments, c'est quelque chose de très important pour toutes les cultures symboliques. C'est-à-dire nous attribuons des significations très, très différentes et, je dirais, toutes les cultures humaines produisent une colorisation artificielle du monde à laquelle nous attribuons des couleurs, d'ailleurs très différentes. Dans certaines cultures, le noir est lié à la mort, dans cette autre culture, c'est le blanc qui est lié à la mort. Donc, en Afrique, des collègues allemands ont créé une grande base de données et l'ont montré qu'il y a 86 sites archéologiques entre 500 000 ans et 40 000 ans avant le présent où il y a des fragments d'ocre, c'est-à-dire des roches riches en oxyde de fer portant des traces de modifications. Et il montre qu'il y a une graduelle augmentation au cours du temps de la quantité d'ocre qu'on trouve dans les sites archéologiques. C'est-à-dire qu'à 500 000 ans, il y a très peu, mais ils identifient deux possibles points de basculement, un à 320 000 ans et l'autre à autour de 160 000 ans, qui montrent qu'en effet, si on regarde le rapport entre les outils taillés et l'ocre, on voit que l'ocre augmente. Donc ils considèrent, ils l'ont proposé sur la base de cette augmentation, qu'à partir de 160 000 ans, cette utilisation continue de l'ocre montre que ces cultures utilisaient les pigments d'une façon symbolique. Alors, il y a un débat dans la discipline sur une utilisation symbolique versus une utilisation fonctionnelle. Parce que nous voyons que chez les sociétés traditionnelles humaines, les pigments ne sont pas seulement utilisés d'une manière symbolique, mais ils ont aussi des rôles. Par exemple, moi j'ai travaillé chez les femmes Ovaimba. Si jamais vous voulez voir le documentaire que j'ai fait, vous écrivez « The Color of the Ovaimba » ou « La couleur des Ovaimba » et vous allez le voir sur le Kanahu. Donc on a étudié comment ces pigments étaient modifiés, comment ils étaient mis sur le corps, etc. Si vous interrogez une femme Ovaimba, pourquoi vous utilisez le pigment, pourquoi votre corps, il vous dira parce que sinon je ne me sentirais pas un être humain, je ne me sentirais pas quelqu'un qui appartient à ma culture. Mais aussi, il vous dit parce que je pense aussi qu'il me protège du soleil, qu'il me protège des insectes. Donc les significations symboliques et les significations, disons, fonctionnelles ne sont pas faciles à démêler. Donc ça... Alors, ces diapos, c'est pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblent ces premiers pigments. Ces pigments, donc, ça c'est les sites les plus anciens où ils ont été trouvés. Très souvent, ils portent soit des traces de raclage, montrant qu'une poudre noire, rouge était enlevée, soit ils portent des facettes d'abrasion, donc contre une meule, ils ont été modifiés pour pouvoir, nous pensons, produire de la poudre qui a pu être utilisé avec des buts fonctionnels ou symboliques. Alors, une chose importante qui se produit, sans doute au moins il y a 110 000 ans, donc ça c'est un travail que nous avons fait sur un site qui n'est pas en Afrique, mais n'est pas loin de l'Afrique, qui est le site de School en Israël, où on voit que du pigment jaune, c'est-à-dire des roches riches en goétite, ont été chauffés. Vous voyez ici qu'en effet, cette pièce n'a été que partiellement chauffée parce qu'elle reste jaune d'un côté et rouge de l'autre. Donc, si vous chauffez de l'ocre jaune à 400 degrés, en effet, il y a un changement de phase. Et donc, ça passe d'un minéral qui s'appelle goétite à un minéral qui s'appelle hématite. Et nous pensons, donc, et ça, on a obtenu ce résultat en étudiant des lames microscopiques au microscope électronique à transmission qui vous permettent d'étudier comment ces cristaux de goétite s'ouvrent pour lâcher de l'eau et donc devenir de l'hématite. Et nous pensons que cela ne s'est pas produit par hasard parce que ces pièces étaient à côté d'un foyer, parce que dans le même site, on trouve des pigments rouges qu'eux, ils ont été importés de sources qui étaient 80 km loin du site. Donc, on a l'impression que ces gens, soit par échange, soit en se déplaçant, cherchaient de l'ocre rouge et qu'ils ont chauffé de l'ocre jaune pour la transformer en ocre rouge. Une chose aussi qu'on voit à partir de 70 000 ans, c'est qu'en faisant des études de géochimie sur les possibles sources des pigments, ces personnes du Mid-Stone Age, ici on est en Afrique du Sud, ils se sont déplacés ou ils ont échangé du pigment avec des gens qui habitaient à 70 km pour avoir du pigment de très bonne qualité
et ils ont utilisé aussi, mais à moindre mesure, des pigments de mauvaise qualité. Donc ils étaient intéressés à obtenir quelque chose qui était plus rouge, qui était plus, disons, plus facile à travailler, qui avait moins de grains de quartz, etc. Et après, une autre découverte importante qui concerne le pigment, c'est cette découverte à laquelle j'ai participé dans un site qui s'appelle Blombos, qui est à 300 km à l'est de Cape Town. Comme vous avez vu dans les diapositives précédentes, très souvent dans ces sites, vous trouvez des fragments d'ocre qui ont des facettes, qui sont raclés. Mais ici, par un coup de chance, dans des couches datées à 100 000 ans, on a trouvé un ensemble d'outils pour pouvoir modifier et conserver la poudre d'ocre. Donc, vous les voyez ici, c'est des grands coquillages, des ormeaux qui étaient associés à l'ensemble de tous les outils. C'est-à-dire on a pu, y compris, étudier les résidus de poudre colorante qui étaient présents sur le fond des ormeaux. Donc on sait comment, d'une certaine manière, on a pu reconstituer la recette pour pouvoir produire ces pigments il y a 5000 ans. Donc c'est un cas qui est resté un cas unique. Donc on a toutes les phases de production de cela. L'interprétation plus probable sur la base des études qu'on est encore en train de faire, c'est qu'il y avait des pigments. Donc il y a deux types de pigments. L'étude, disons, de la composition des pigments fait penser à deux types de pigments différents. Il y a à la fois de la poudre, mais il y a aussi des petits fragments qui sont produits en écrasant des petits éclats de pigments. Donc l'encre a été taillée comme si c'était du silex, et les petits éclats ont été écrasés et mélangés avec une poudre plus fine. Et nous pensons que probablement cela a été utilisé pour traiter des peaux, parce qu'à la fois, on a rencontré une toute petite fine couche d'ocre qui est restée dans la stratigraphie et qui fait 2 mm d'épaisseur. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la question de l'évolution des vêtements, mais les vêtements aussi, comme vous savez bien, c'est une manière pour pouvoir communiquer disons, votre identité symbolique. Et donc, mais bon, il y a disons, plusieurs travaux qui ont été faits, mais bon, dans les dernières années, je me suis aussi intéressé à cette question. Donc, comme vous savez, nous avons perdu notre fourrure, enfin, les études génétiques montrent que nous avons perdu notre fourrure autour de 2 millions d'années. Ces hominés qui vivaient en Afrique, donc, parce qu'ils sont habitués à vivre dans un environnement de savane. Donc cette perte à la fois de la fourrure et après graduellement aussi un changement de la couleur de la peau qui leur a permis de ne pas se soumettre aux pressions sélectives des rayons ultraviolets, a fait si que quand les Homo erectus sont sortis d'Afrique, ils se sont trouvés face à des nouveaux environnements. Donc ils ont eu aussi besoin de se couvrir, mais nous ne savons pas du tout quels moyens ils ont utilisés pour se couvrir en arrivant en Asie. Et seulement à partir de 700 000 ans, 600 000 ans, nous commençons à voir quelques traces archéologiques, par exemple des traces de boucherie sous les phalanges qui montrent que la peau a été récupérée, ou des perçoirs qui ont pu servir pour presser des peaux. Voilà. Mais bon, les traces les plus claires sont un peu plus tardives. Certaines ne viennent pas de l'archéologie, par exemple, viennent de la génétique des poux, parce qu'en effet, nous sommes le seul primate à avoir deux types de poux, les poux de la tête et les poux du corps. Et les généticiens, en étudiant la génétique des poux, se sont rendus compte qu'entre 170 000 ans et 130 000 ans, il y a eu une séparation entre les deux types de poux. Donc on peut penser qu'à partir de 70 000 ans, quelqu'un s'est habillé avec des vêtements pour permettre au poux du corps de vivre tranquillement entre notre peau et les vêtements. Mais deux éléments très importants au cours de cette évolution ont été la production des premiers poinçons à noces. Donc, les premiers poinçons à noces ont été trouvés en Afrique dans des sites comme Sibudo et Blombos, donc, entre 100 000 ans et 70 000 ans. Et aussi la production des premières aiguilles à chat à noces. Donc, nous savons maintenant, contrairement à ce qu'on pensait avant, que les premières aiguilles n'ont pas été produites en Europe par les Cro-Magnons, il y a 40 000 ans, mais en effet, les plus anciennes aiguilles viennent d'Asie et de Chine, et probablement ont été importées
par diffusion ou par invention, disons, indépendante, mais bon, j'ai des raisons pour penser que c'était disons, de la transmission culturelle que je ne peux pas vous raconter ce soir, parce que sinon mes co-auteurs me tueraient. Donc, mais disons que en effet, ces premières aiguilles arrivent en Europe il y a entre 26 000 ans et 23 000 ans, et ils se changent leur morphologie graduellement au cours de cette période. Une chose intéressante à remarquer, c'est que tous ces moyens de changement, c'est-à-dire d'évolution de nos vêtements, se situent dans une phase assez avancée de l'évolution climatique de la planète. Donc il y a, à partir de 500 000 ans, des périodes dans lesquelles il s'instaure le système climatique actuel, c'est-à-dire glaciaire interglaciaire, qui est caractérisé par une très forte variabilité climatique. Donc il semble que toutes ces différentes stratégies, c'est des stratégies donc, que les humains ont développées pour pouvoir faire face à ces gros changements climatiques. Voilà. Une chose dont je veux aussi vous parler, donc sur l'origine des comportements symboliques, c'est les objets de parure. Les objets de parure, on considérait, comme je vous disais il y a 25 ans, que les plus anciens objets de parure étaient ceux du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire ceux trouvés en Europe à partir de 40 000 ans avec l'origine de l'homme moderne. Nous savons maintenant que cela n'est pas vrai. C'est-à-dire que les plus anciens objets de parure sont trouvés en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Le site qui a redonné les objets de parure les plus anciens, ça s'appelle Bizmoun. Ils sont datés autour de 140 000 ans. Et en Afrique du Sud, les plus anciens sont datés autour de 100 000 ans. Comme vous voyez, c'est des objets de parure relativement simples. C'est-à-dire qu'à chaque site, on trouve une seule espèce de coquillage qui est soit ramassé déjà perforé, soit perforé volontairement, comme dans le cas de ces... Donc, et très souvent appartiennent au même genre, c'est-à-dire au genre Nassarius. Mais bon, c'est des espèces différentes. Donc, il est possible que déjà à la fin de cette période, autour de 70 000 ans, juste avant que cette tradition d'objets de parure sur des coquillages disparaisse, on a déjà des éléments de complexification. Par exemple, à Blombos, dans un papier récent, nous avons mis en évidence le fait que juste avant l'abandon du site, ils commencent aussi à utiliser d'autres espèces de coquillages, chose qu'on ne voyait pas avant. Et que la période avant, ils ramassent aussi de temps en temps des coquillages qui sont naturellement percés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, ces objets de parure sont couverts d'ocre. Donc, il n'y a aucune raison pour couvrir des objets de parure de ce type d'ocre. Il n'y a aucune raison fonctionnelle. Et certains de ces objets sont complètement couverts d'ocre. Donc, c'est un indice très fort pour penser que depuis au moins 50 000 ans, l'ocre était utilisé aussi d'une façon symbolique. Et ces objets, parfois, ils partent des plages et ils se déplacent dans des sites qui sont à 50-70 km à l'intérieur. Et en plus, nous savons que certains ont été chauffés avec des techniques particulières pour les transformer dans des coquillages noirs. Alors, ce n'est pas aussi simple parce que si vous prenez un coquillage, vous le mettez dans le feu, le coquillage va devenir un petit blanc, il va se transformer en poussière. Tandis que si vous voulez transformer le coquillage en noir tout en lui gardant sa conservation, vous devez le chauffer dans un environnement réducteur, c'est-à-dire sans oxygène. Par exemple, en l'entourant avec de la matière organique, par exemple en le mettant dans l'intérieur d'un fruit. Et cela permet au coquillage d'absorber le carbone amorphe qui est autour de lui sans perdre en consistance. Donc vous avez de cette manière des coquillages, et cela on l'observe à la fois en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Après, entre 60 000 ans et 50 000 ans, nous avons dans un seul site que j'ai étudié au Kenya, une utilisation de coquillages qui sont naturels, mais qui ressemblent à des perles circulaires. Donc, c'est des fragments de coquillages appartenant au genre Conus, donc ils semblent des cônes, mais les cônes, si vous les laissez sur la plage, les vagues vont les casser et vont à la fin les transformer ou en transformer certains dans ces coquillages que vous voyez ici. Mais nous savons que c'est utilisé comme objet de parure parce qu'ils apparaissent dans un site qui est à 15 km, qui n'a jamais été plus près de la mer que 15 km, donc au Kenya, dans un site qui s'appelle Panga Yasaidi. Et donc c'est le site où il y a la plus ancienne sépulture actuelle trouvée en Afrique.
Et par la suite, à partir de 50 000 ans, nous avons en Afrique, surtout en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, des perles en œuf de trouche qui apparaissent. Donc c'est des perles qui sont complètement façonnées dans de l'œuf de trouche. Et autour de 31 000 ans, ces traditions en Est de l'Afrique et dans le Sud de l'Afrique changent, c'est-à-dire que dans le sud de l'Afrique, ces perles deviennent significativement plus petites. Donc on a l'impression qu'il y a un split, une séparation entre... Mais quand même, les gens continuent à faire des perles en œuf de trouche, mais n'ont pas exactement la même dimension. Et après, c'est à partir du début du Paléolithique supérieur, en Europe, mais aussi, je dirais, sur l'ensemble de l'Asie, que nous observons une explosion de types d'objets de parure. C'est-à-dire qu'à depuis le tout début du Paléolithique supérieur, à partir de 42 000 ans, vous voyez ici, ça c'est les types d'objets de parure trouvés dans la première culture du Paléolithique supérieur, l'Aurignacien. Et ça, c'est l'analyse de ces objets de parure. Donc, en faisant une analyse statistique, nous avons montré que ces objets ne sont pas utilisés comme objets de parure au hasard, mais qu'en effet, chaque région a certains objets qui la caractérisent et partage seulement certains de ces objets avec la région à côté, et ainsi de suite. Donc, ici, cette grande région que nous appelons une macrocète A, vous voyez qu'il ne partage aucun objet de parure avec le macrocète C. Et nous avons interprété cela comme le reflet d'une géographie culturelle et peut-être même linguistique de ces premières populations européennes. Et plus récemment, on a montré que quelque chose de semblable se passe en Chine. Donc, en reprenant un site qui s'appelle Zhugudian Upper Cave, on a montré qu'en effet, on remarque deux grandes régions. Une région dans laquelle on voit des objets de parure assez semblables à ceux qu'on trouve en Sibérie, en Europe, et une autre région dans laquelle les gens en Chine font des perles en œuf de trouche. Et ces perles en œuf de trouche sont faites en Chine, mais aussi en Inde, jusqu'à la fin des autruches, parce qu'en Asie, on a des autruches jusqu'à il y a 10 000 ans, avec le début de l'Holocène. Alors, j'ai essayé, dans un article récent, de produire un possible scénario qui résume tout cela. Donc, c'est un scénario qui montre différentes étapes dans la culturalisation du corps, qui commencerait avec la peinture corporelle, peut-être il y a 500 000 ans, peut-être plutôt vers 200 000 ans, 150 000 ans. L'utilisation de coquillages individuels, comme vous avez vu à Blombos, l'utilisation de coquillages naturellement perforés, de coquillages volontairement perforés, de mélange de différents types de coquillages, des perles naturelles, des perles en œuf de trouche, l'utilisation de types très variés, comme on voit en Eurasie à partir de 42 000 ans, 44 000 ans. Et après les dernières deux étapes, je me suis amusé à imaginer ces deux étapes. Une étape est liée à la création de cultures complexes et de sociétés de production. Parce que c'est seulement à partir de cette époque qu'on a une diversification sociale qui permet la création d'artisans qui produisent des objets de parure qui sont le résultat d'un savoir-faire particulier. Et donc, en effet, il y a aussi une accumulation de richesses qui permet de financer et donc de nourrir ces artisans, pas seulement pour produire ces objets de parure qui souvent ne sont pas utilisés par eux, mais sont utilisés par une autre classe sociale. Et après, la dernière, c'est quand, je dirais, c'est quelque chose qui se développe qu'à partir du siècle dernier, nous commençons à utiliser des matériaux synthétiques qui permettent, en effet, totalement exploser les codes symboliques, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des diamants, mais qui ne sont pas des diamants. Donc, en effet, le fait de pouvoir produire des objets très, très variés, en effet, change la valeur de ces objets et vous permet chaque jour de changer de parure, de vous habiller un jour d'une manière ethnique, une autre manière, au contraire, BCBG ou autre. Donc, l'idée est que cette évolution que nous voyons sur la base des restes archéologiques probablement reflète aussi d'autres types de modifications du corps, par exemple des modifications qui étaient très importantes, c'est-à-dire qui ont laissé des traces permanentes sur notre corps, mais qu'au contraire, on a du mal à reconnaître sur le plan archéologique.
Et, voilà. Et la logique qui sous-entend cette évolution, c'est à la fois une coévolution, c'est-à-dire des nouvelles technologies, mais aussi des nouveaux rôles sociaux plus complexes, et aussi une évolution cognitive, parce qu'on est face à des systèmes symboliques qui sont de plus en plus complexes. Et naturellement aussi, un rôle important, sans doute, a été joué aussi par des modifications permanentes. Ces modifications permanentes représentent sur le plan évolutif une sorte de paradoxe et un questionnement, parce que, comme vous savez, ces modifications permanentes très souvent sont dangereuses, elles peuvent amener des infections, ils peuvent réduire votre chance de survie, etc. Mais malgré ça, ils sont extrêmement présents chez toutes les sociétés traditionnelles et même chez les sociétés actuelles. Un tiers des jeunes Américains sont tatoués. Et donc, les marchés derrière, que ce soit pour faire les tatouages ou même pour les enlever, comptent en effet pour des dizaines et dizaines de milliards de dollars. Et les anthropologues qui ont étudié ce phénomène pensent qu'en effet, ces stratégies de modification du corps, et qui ont eu beaucoup de succès, sont très importantes chez des sociétés traditionnelles, parce qu'en effet, vous inscrivez de façon permanente votre appartenance à un groupe sur votre propre corps. Donc, vous pouvez aussi vous attendre que le groupe, le moment venu, soit là pour vous défendre, pour vous aider dans votre vie de groupe. Une chose est claire, c'est que toutes ces modifications corporelles, que ce soit les vêtements, la parure, les peintures corporelles, demandent un effort important pour pouvoir être décodifiées. Alors nous avons fait des expériences avec en collaboration avec des collègues des sciences cognitives de Bordeaux, et on a étudié quelles étaient les zones du cerveau qui étaient sollicitées quand on demandait à des expérimentateurs d'attribuer des rôles sociaux à des visages culturalisés. C'est-à-dire que les visages étaient soit présentés des pigments, des objets de parure, etc. Et on s'est rendu compte qu'en effet, c'est une tâche assez complexe qui met en réseau plusieurs zones du cerveau. Donc, nous avons pensé, donc c'est sans doute quelque chose qui ne s'est pas développé tout d'un coup dans l'évolution humaine, mais qui, en effet, fait reflet une graduelle complexification des codes symboliques liés à ces objets de parure. Pardon. Voilà. Donc, un mot sur les gravures. Donc, nous avons aussi des gravures en Afrique qui se développent entre 110 000 ans et 70 000 ans en Afrique du Sud sur des fragments d'ocre. Donc, vous voyez ici en haut, donc c'est des fragments d'ocre qui sont abrasés et après, il y a des motifs abstraits qui sont gravés dessus. Toujours au site de Blombos, c'est celle que j'ai étudiée, parce que bon, les autres sites, ils ont donné juste 1 ou 2 pièces, tandis qu'ici, nous avons 16 pièces qui commencent il y a 100 000 ans, et donc ils évoluent jusqu'à 70 000 ans. Et la chose intéressante, c'est que dans un papier plus récent, on a montré que ces motifs abstraits ne sont pas que présents gravés sur les pièces d'ocre, mais ils sont aussi dessinés sur des fragments de pierre. Donc, vous voyez, nous pensons, on a reproduit ça expérimentalement, des crayons d'ocre. Et donc, ces gravures abstraites ne sont plus présentes à partir de 70 000 ans. Et au contraire, en Afrique du Sud, on a plusieurs sites avec des gravures abstraites. Pardon, des gravures abstraites. Non, j'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Voilà. Des gravures abstraites qui sont faites sur des œufs d'autruche, voilà, qui servaient comme flasques. Donc, et ça, c'est présent en Afrique du Sud entre environ 64 000 ans et 58 000 ans. C'est en Afrique du Sud qu'on trouve aussi le probable plus ancien système de notation, c'est-à-dire c'est une ulna de babouin qui vient d'un site que j'ai moi-même fouillé avec 2 collègues sud-africaines. Et donc sur l'analyse microscopique de donc vous voyez qu'il y a des entailles. Nous avons étudié ces entailles et nous sommes arrivés à la conclusion
que ces entailles avaient été façonnées par plusieurs outils, donc ils avaient été ajoutés sur l'objet. Donc ces entailles ne sont pas simplement un décor, mais ils sont une notation dans laquelle il y a de l'information qui a été stockée sur l'objet. Donc tout ce que je viens de dire pourrait vous faire penser que donc en effet cette accumulation d'innovation donne raison à un modèle d'accumulation graduelle en Afrique lié à l'origine de l'homme moderne. Mais en effet, ce que je vais vous dire par la suite semble montrer qu'effectivement, il y a une accumulation d'innovation, mais c'est qu'une partie de l'histoire. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en effet, nous trouvons une bonne partie de ces innovations aussi en dehors de l'Afrique, produites par les Néandertaliens ou des Denisoviens. Par exemple, ça, c'est le plus ancien objet gravé connu, et il n'est pas trouvé en Europe ni en Afrique, mais à Trinil, à Java. Il a 540 000 ans, c'est un bivalve d'eau douce sur lequel il y a un motif, un zigzag gravé. Et dans le monde néandertalien, nous avons pas mal d'innovations qui se développent en parallèle d'innovations semblables trouvées en Afrique. Par exemple, nous avons des mastiques utilisés, nous avons l'utilisation de l'ocre et des pigments rouges et noirs. Les plus anciens sites qui ont livré de l'ocre, c'est le site de Terra Mata, qui est vieux de 380 000 ans à Nice, mais aussi à Sklein, à Maastricht Belvedere en Hollande. Les Néandertaliens dans le sud-ouest de la France utilisent plutôt des pigments noirs, c'est-à-dire des oxydes de manganèse. Et aussi, je ne vois pas le pointeur. Bon. Ils utilisent aussi de l'encre pour pouvoir appliquer du colorant sur des coquillages. Dans une base récente qui devrait faire partie d'un papier que j'espère sera publié bientôt, nous avons montré qu'il y a au moins 40 sites moustériens et achéléens en Europe dans lesquels ils ont été trouvés des pigments rouges modifiés. Pardon. La même chose pour les pratiques funéraires. Elles semblent se développer très graduellement. Alors, il y a beaucoup de débats sur le site de Rising Star, dans lequel je vais pas rentrer, mais déjà à la Cima de los Huesos, il y a plus de 400 000 ans, on a sans doute des pratiques funéraires qui sont bien attestées. Donc, il ne semble pas une innovation. Et d'ailleurs, nous savons déjà, par beaucoup de découvertes anciennes, que les Néandertaliens faisaient des sépultures. Et il y a bien plus de sépultures au Proche-Orient et en Europe faites par les Néandertaliens que des sépultures primaires en Afrique. La plus ancienne, celle que nous avons publiée il y a quelques années, donc le site de Pangaea Saïdi, dont vous avez vu déjà les objets de parure. Voilà. Il y a même dans le monde néandertalien plusieurs objets gravés par des motifs abstraits qui ne sont pas très très différents de ceux qu'on a vus en Afrique. Et naturellement aussi des objets, ça c'était une découverte récente en Allemagne, c'est une phalange d'un cerf géant qui a été gravé donc d'une manière assez complexe, ou même l'utilisation des talons des dernières phalanges de rapaces qui semblent avoir été utilisés comme objet de parure par les Néandertaliens. Il y a maintenant 13 sites en Europe à partir de 130 000 ans où on trouve ces objets, parfois avec des traces qui semblent montrer qu'ils ont été attachés pour en faire des objets de parure. Pardon, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la traduction en PDF. Naturellement, vous connaissez tous, je pense, le site de Bruniquel où les Néandertaliens ont cassé 4 tonnes de stalagmites pour créer des structures arrondies, donc pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication fonctionnelle. J'ai moi-même étudié des gravures dans le site de Gorham's Cave à Gibraltar, qui semble avoir été fait par les Néandertaliens en approfondissant des traits sur une roche très dure. Donc on a calculé qu'entre 180 et 320 passages de l'outil,
ont été nécessaires pour produire ce motif en croisillon. Et les dernières découvertes semblent montrer que dans 3 sites dans la péninsule ibérique, les Néandertaliens, autour de 64 000 ans, ont produit des peintures sur des stalagmites. Celle sur laquelle moi j'ai travaillé, c'est la grotte de Ardales. Et nous avons montré que donc ces traces rouges sont vraiment de pigments que les Néandertaliens avaient amenés de l'extérieur de la grotte. Donc, à plusieurs reprises, ils avaient, marqué avec leurs mains ce dôme stalagmitique. Donc, ce n'est pas de l'art figuratif, mais c'est le lieu qui a été marqué par les Néandertaliens qui ont visité le site, et cela à plusieurs reprises. Et une autre découverte, celle de la grotte Cotard, où les Néandertaliens, il y a 57 000 ans, semblent avoir produit des tracés digitaux à plusieurs reprises dans la grotte. Les derniers Néandertaliens ont aussi utilisé des objets de parure relativement complexes, et c'est à cette conclusion qu'on est arrivé en étudiant les objets de parure de la grotte de Rennes, ce fameux site fouillé par André Leroi-Gourhan, et qui n'ont rien à envier avec les objets de parure de la fin du Paléolithique supérieur trouvés à l'Aurignacien ou au Gravettien. Donc j'essaie ici de faire une petite synthèse de ce que je viens de dire pour essayer de vous éclaircir les idées. Donc on va la lire ensemble. Donc je dis, les données disponibles contredisent l'idée selon laquelle la cognition humaine moderne serait apparue soudainement, ou même progressivement, à la suite d'un seul événement biologique. À la place, nous observons, et vous le voyez ici de manière un peu quantifiée en Afrique, un scénario complexe marqué par une diversité d'origines, un développement asynchrone et l'absence d'un épicentre unique en Afrique. Ce processus inclut également des espèces fossiles autres que Homo sapiens sur le continent africain. Le rythme du changement culturel au fil du temps est bien plus complexe que celui qu'on attendrait d'une simple accumulation progressive. Au lieu d'un développement linéaire, on observe des trajectoires régionales multiples, instables et non synchronisées. Et après 300 000 ans, on constate une séparation croissante entre évolution anatomique et complexité culturelle. Le principal moteur du changement devient la construction de niches culturelles et cognitives plutôt que la sélection naturelle. Chaque trajectoire culturelle, à l'échelle régionale, élabore des stratégies cognitives, technologiques et sociales pour faire face à des environnements changeants. La production de cultures matérielles symboliques fait partie de ces différentes stratégies. Alors, donc, je ne sais pas si... Oui, il me reste encore 10 minutes, donc ça va. Cela pour vous dire que, en résumant dans 2 mots ce que je viens de lire, les cultures symboliques et des pratiques symboliques ne semblent pas être le résultat d'une spéciation, c'est-à-dire d'un processus biologique qui a recréé tout d'un coup des hommes modernes, intelligents, bien plus intelligents et capables de culture symbolique, mais plutôt un processus long dans lequel nous voyons plusieurs espèces fossiles produisant ce type de culture et parfois des hommes anatomiquement modernes ne produisant rien de remarquable. Donc en effet, la question devient celle de comprendre quels sont les processus, les situations dans lesquelles ces cultures symboliques se développent. Quels sont les moteurs qui font que dans certains cas, les humains s'engagent dans la production de cultures symboliques et dans d'autres cas, ils ne le font pas. Donc en effet, je dirais, j'ai mis ces diapos, donc en effet, parce que cela devient le domaine d'une discipline à part entière, donc la discipline de la cultural evolution, c'est-à-dire de tous les chercheurs qui essayent de comprendre comment les cultures humaines se développent et très souvent comment ils se développent en coévolution avec les données génétiques. Donc c'est un domaine de recherche qui a commencé autour des années 70 avec des chercheurs de renom comme Luca Cavalli-Sforza ou Marcus Feldman, mais qui s'est largement développé un peu moins en France qu'à l'étranger, et que donc il a créé maintenant même une grande société où il y a plus de, je pense, soit 600 participants, donc qui essaie d'étudier, de modéliser comment ces cultures se développent. Alors, naturellement, je ne peux pas vous résumer tout ce que ces gens font, mais je vais vous présenter quelques diapositives qui vous montrent qu'est-ce que moi je fais dans ce domaine pour essayer de mieux comprendre donc, quand des pratiques symboliques sont développées. Donc, par exemple, dans
dans une série de papiers avec un collègue italien. Nous avons créé une base de données qui montre bien que c'est le développement de ces différentes innovations dans le domaine de la subsistance, de la technologie et du symbolisme se développe de manière très asynchrone et asynchrone dans différentes régions de la planète. Et nous avons proposé que si on abandonne une explication biologique, peut-être trois facteurs qui sont ce qu'on appelle la cultural exaptation. L'exaptation, c'est un mot qui a été introduit en biologie évolutive par Stephen Jay Gould et Elisabeth Verba et qui a été utilisé dans le domaine biologique pour montrer un trait qui n'a pas une fonction particulière ou qui change sa fonction au cours de l'évolution. Et la culture, l'exaptation culturelle, donc, c'est la capacité que les humains ont de modifier une innovation pour lui donner une nouvelle fonction. Donc, en effet, si on prend en compte ce mécanisme et aussi le social learning, c'est-à-dire la capacité d'apprendre des autres à l'intérieur d'une société, donc la manière d'enseigner d'une certaine manière, et aussi la cultural neural reuse, c'est-à-dire la capacité que nous avons, grâce à notre plasticité cérébrale, de pouvoir intégrer des informations et des enseignements, surtout dans la période de croissance du cerveau. En effet, ces trois éléments mis ensemble permettent la fixation d'innovation culturelle et naturellement, cela dépend de chaque société, c'est-à-dire de la manière dans laquelle la société élabore des modes de transmission culturelle qui permettent à ces innovations d'être acceptées et fixées, donc de transformer des inventions en innovations. Les innovations, c'est des inventions qui ont été acceptées par votre société. Donc, une autre approche qu'on a utilisée, c'est d'essayer de comprendre comment des cultures humaines du passé ont réagi à des changements climatiques. Donc, vous pouvez vous imaginer en effet que chaque société humaine est une niche, comme une niche écologique pour des iguanes, des oiseaux ou des fourmis, et que donc en effet chaque changement climatique constitue un challenge, un défi à cette société. Et donc, face à ces défis, les sociétés peuvent se comporter d'une certaine manière comme des niches écologiques, c'est-à-dire peuvent soit disparaître, soit continuer à rester dans leur niche, soit élargir la niche ou contracter la niche. Et très souvent, on voit que chez des populations humaines, quand il y a eu des expansions de niches, c'est grâce à des innovations technologiques qui ont permis donc d'occuper de nouveaux territoires. Et maintenant, nous pouvons faire de la recherche sur cela parce qu'on peut adapter. Donc, on a fait un certain nombre d'articles dans lesquels on utilise des algorithmes qui viennent de l'écologie et qui permettent de prédire une niche culturelle en utilisant les coordonnées géographiques des sites préhistoriques datés d'une certaine époque attribués à une certaine culture et des couches d'informations géographiques et aussi climatiques. Dans ce cas-là, nous utilisons des modélisations climatiques pour imiter et reconstituer le climat du passé, donc les précipitations extrêmes, les températures, etc. Donc cela permet de reconstituer la niche éco-culturelle d'une population du passé et aussi la projeter dans une autre phase climatique pour voir s'il y a eu une expansion et une réduction de niche. Donc juste pour vous donner un exemple, par exemple, on a fait ça en Afrique du Sud pour le Mid-Stone Age. Donc vous avez déjà vu certaines de ces images parce que c'est cette culture qui fait des ocres gravés, des pointes, des objets de parure qui s'appelle Still Bay. Et nous avons essayé de comprendre comment les choses ont changé par rapport à la culture suivante qui s'appelle Hoyson Port et qui est celle dans laquelle on fait des gravures sur les œufs d'autruche. Donc on a montré comme ça qu'il y a eu entre ces deux cultures une expansion de la niche. La première était cantonnée dans la zone côtière d'Afrique du Sud et au contraire la deuxième arrive avec des technologies plus simples à produire une expansion de niche significative. Et en appliquant ça, par exemple, aux Néandertaliens en Europe, on aurait pu montrer que dans une phase climatique très froide, qui s'appelle le stade isotopique 4, entre 60 000 ans et 35 000 ans, 50 000 ans, donc au cours de ces 10 000 ans, les Néandertaliens semblent avoir été capables de faire face à cette détérioration climatique très forte en élargissant leur niche. Donc de développer des technologies qui ont permis de continuer à occuper le territoire qui occupait dans une phase plus humide et plus tempérée précédemment.
Une autre chose, et avec ça je vais bientôt terminer, que nous avons essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre comment la transmission culturelle a changé au cours des derniers 3 millions d'années. Donc c'est un papier qui devrait sortir la semaine prochaine, j'espère, qu'on a déjà corrigé les épreuves. Donc au début, on a créé un modèle théorique qui essaie de comprendre comment d'une information est passée d'une génération à l'autre. Donc, et cela dans 3 dimensions. Donc la dimension spatiale, en effet, c'est la dimension en effet, qui étudie le degré de proximité que vous avez avec la personne qui est en train d'apprendre quelque chose. La dimension temporelle, c'est celle qui essaie de comprendre comment, au cours du temps, c'est plus ou moins complexe de transmettre ces informations. Donc parfois, vous pouvez passer une information simplement en rencontrant une personne une fois. Parfois, au contraire, il y a plusieurs modules d'information qui sont partagés donc qui doivent être partagés pour transmettre. Et la dimension sociale, en effet, essaie de comprendre quel est le degré de sélectivité dans le passage de l'information à une nouvelle génération. Donc, soit c'est la plus simple, c'est-à-dire horizontale, verticale, oblique, c'est-à-dire vous enseignez à votre enfant ou vous enseignez à quelqu'un qui appartient à votre génération, jusqu'à des situations très très complexes où au contraire, type les moines du Moyen-Âge, dans lequel c'est que les moines qui apprennent à écrire, et donc on communique que... Alors, ce que nous avons fait, c'est de créer une base de données de 103 traits culturels qui apparaissent en préhistoire depuis 3,3 millions d'années et la fin du Paléolithique. Donc vous avez ici 17 catégories. Chaque catégorie présente plusieurs comportements. Et nous avons essayé de comprendre quels étaient les besoins minimaux pour que ces comportements puissent être transmis à une nouvelle génération. Et après, par la suite, après avoir créé cette base de données, nous avons interrogé 30 collègues et chacun expert dans un certain domaine pour comparer notre base de données au score, comment dire, au vote que nous avons donné dans la base de données. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce type de... Donc, en effet, ici en haut, vous avez les traits culturels organisés chronologiquement. Ici, vous avez les différentes variables. Et les systèmes les plus importants sont ceux qui sont marqués en rouge. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une sorte de décalage graduel à partir de 3 millions d'années vers des systèmes qui demandent de plus en plus d'informations directes et une utilisation d'un langage pour pouvoir transmettre cette information. Parmi beaucoup de ces caractères, donc nous avons affaire avec de la culture matérielle symbolique, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, ça nous a permis donc de comprendre qu'en effet, il existe une coévolution entre la complexité des modes de transmission culturelle et la complexité des traits culturels qui sont transmis. Et aussi, ça nous a permis de présenter comme hypothèse que donc, entre 200 000 ans et 70 000 ans, sur la base de nos résultats, semble être le moment le plus propice, enfin, le plus important pour adopter un langage articulé. Donc je crois que j'ai terminé avec ça, mais je voulais vous rappeler que tout ce que j'ai dit sur la modification du corps, vous pouvez le retrouver online dans un workshop qu'on a organisé l'année dernière sur un site Carta, mais aussi et surtout, vous pourrez le lire soit online, soit bientôt sous forme de livre sur le Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Body Modification que j'ai édité avec Franz Manni, qui appartient à cette maison et que j'ai beaucoup de plaisir de voir dans la salle. Et voilà, et je termine en remerciant tous les collègues, comme vous voyez, des collègues de différentes nationalités, parce que depuis presque 10 ans, je travaille aussi en Chine et pas seulement en Afrique, qui ont contribué aux travaux que j'ai résumés ici. Et je crois que j'ai dépassé le temps de 2 minutes.
Vous avez très bien fait, ça laisse largement le temps aux questions de la salle. Quelle est la première question? C'est Franz Magny. C'est celle de Franz Magny. On m'entend quand même son micro. Et voilà, donc félicitations Francesco, je suis très impressionné à chaque fois par tout ce que tu arrives à faire. Et en tant que généticien au départ, dans tout ce que tu dis, je ne vois pas trop la contradiction si on accepte la période très ancienne de l'utilisation de l'ocre, avec quelques mutations qui seraient intervenues dans l'ADN, dans une plage de temps qui correspond à ce que les généticiens disent les modèles de la sortie d'Afrique. Donc 150 000, 70 000, que ce ne soit pas localisé à un seul endroit. Ça pourrait s'expliquer pendant, je sais pas, 50 millions de contacts et migrations un peu en Afrique, ou ces mutations qui seraient apparues, pas une seule, peut-être à plusieurs endroits, mais où il y aurait eu un mélange de ces populations qui a amené à cette géographie multiple, hein, donc toujours dans cette fourchette. Et dans les dernières diapositives, tu interprètes les choses en termes sous la métaphore de la niche écologique, donc de la certaine niche culturelle, etc., mais sans jamais utiliser tout à fait le mot de démographie. Moi, je pense, mais ça, c'est une idée que j'ai qui est basée sur rien de très clair, en fait, hein, mais et je pense que plus on est, et plus il est intéressant de mettre en place des comportements qui nous séparent, qui nous identifient, qui permettent l'émergence des castes, des sous-populations, etc. Si on est peu nombreux, on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de signaux, parce que si nous sommes 100, on se connaît visuellement, il n'y a pas besoin de dire « je fais partie des 100 ». Donc, est-ce que la démographie est quelque chose que tu oublies volontairement? Et est-ce que finalement, ces modèles des généticiens qui disent à un moment, il apparaît une mutation et il se passe quelque chose et les gens sont dotés de capacités qu'ils n'avaient pas avant, entre autres peut-être, comme disait Chomsky, la capacité de parler un langage un peu plus articulé, ce n'est pas prématuré pour signer la fin de ces modèles. Bon. Il y a plusieurs questions dans une. Mais je pense que la démographie est très importante. Le fait, c'est que on a eu plusieurs essais de reconstitution démographique, surtout en Europe, encore plus qu'en Afrique. Voilà. Mais parfois, on se demande si ces reconstitutions démographiques, parce que très souvent, ces reconstitutions sont faites en comparant les populations du passé à des chasseurs-cueilleurs vivant dans des environnements qu'on considère être semblables. Voilà. Donc en effet, si on calcule un peu la carry capacity, par exemple des populations indiennes, américaines, dans les grandes plaines par rapport à celles présentes par exemple dans le nord-ouest de la côte des États-Unis, où ils peuvent vivre toute l'année en mangeant du saumon, donc ils peuvent faire du stockage. Donc chaque zone, en effet, semble avoir un lien avec la capacité. Voilà. Et on utilise ça un peu comme maître pour pouvoir reconstituer la taille des populations du passé. Mais tout cela, naturellement, a beaucoup de limites. Et les méthodes que nous avons utilisées, c'est-à-dire ce qu'on appelle Eco-Culture Niche Modeling, c'est-à-dire la reconstitution des niches écologiques, permet de savoir quelle était la distribution potentielle de personnes affiliées à une certaine culture, mais il ne te donne pas d'informations sur la taille de ces populations. Donc je dirais que c'est la bonne technique pour savoir si les niches écoculturelles ont changé au cours du temps, ou comment ils ont répondu à des changements climatiques, mais c'est la mauvaise technique pour savoir quelle était la taille de ces populations. Donc ça, c'est, voilà. Après, une chose à dire sur la question de la sortie d'Afrique, c'est que
bon, il y aura bientôt un papier qui va sortir de Nature auquel je participe, qui s'occupe justement de ça. C'est-à-dire qu'il montre, il propose qu'avant la sortie d'Afrique des Homo sapiens, qui n'est pas la première sortie d'Afrique, parce qu'il y a quand même une sortie d'Afrique qui se dépasse entre 2 millions et 1,5 million, et qu'on se rend compte qu'en effet, est celle qui a occupé bien plus de zones en Eurasie par rapport à celle des hommes modernes. Donc en effet, c'est-à-dire les hommes modernes, quand ils sont sortis d'Afrique, ils n'ont pas fait aussi bien que l'Homo erectus quand il est sorti d'Afrique. Mais donc, ce qui me semble important, donc ce papier qui va sortir, va montrer qu'avant la sortie d'Afrique, il y a déjà une expansion de niches à l'intérieur de l'Afrique. Okay. Mais alors là, en faisant ça, il considère les populations humaines, soi-disant probablement hommes modernes, comme une seule espèce. Tandis que déjà à cette époque, entre 5 000 ans et 70 000 ans, comme je vous ai un petit peu montré en montrant les outils, les objets de Paris, etc., nous faisons face en Afrique déjà à des populations qui sont très différentes les unes des autres dans leur culture matérielle. Et on peut les distinguer parce qu'ils ne font pas les mêmes types d'outils lithiques. Certains ils font des outils en os, d'autres ils ne les font pas. Certains ont des objets de Paris, etc. Donc en effet, on peut déjà penser que chacune de ces cultures fonctionne comme une espèce, c'est-à-dire qu'il a un mode d'adaptation et que chacune de ces cultures fait face au changement climatique d'une manière différente. Peut-être certains disparaissent, certains au contraire. Donc il est tout à fait possible qu'en effet, les gens qui sortent d'Afrique ne sont pas l'émanation d'une espèce, mais ils sont une subpopulation qui a des cultures, des adaptations qui leur permettent, tandis que peut-être il y a d'autres en Afrique qui au contraire disparaissent ou qui font face au changement climatique en réduisant leur niche écoculturelle. Donc la question est complexe parce qu'on peut s'imaginer que les hommes modernes, enfin les Homo sapiens, à un certain moment, en tant qu'espèce en Afrique, sortent d'Afrique, mais en effet, ce que je pense le plus probable, c'est que ceux qui sont sortis d'Afrique, c'est juste une toute petite subpopulation d'un monde qui était extrêmement varié en Afrique et qui sont composés de gens qui avaient des adaptations culturelles très, très, très différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. D'autres questions, pardon. Alors déjà, merci encore pour cette conférence. Et ma question va être peut-être un peu complexe, donc je vais essayer de prendre le temps de bien la formuler. J'avais lu dans différents livres, notamment de Ludovic. D'accord, ça marche. J'avais lu dans différents livres sur la préhistoire, comme par exemple les livres de Ludovic Slimak, qui a étudié le comportement de Néandertal. Si j'ai bien lu et que j'ai bien compris, il exprimait l'idée que la vision du symbolisme de Néandertal pourrait être moins une représentation symbolique et métaphorique, comme ça pourrait être chez l'homme moderne, avec des représentations des animaux, avec des peintures comme à Chauvet ou à Lascaux, et que ça se rapprocherait plutôt d'une accumulation et des agencements et des modifications d'objets naturels comme des pierres, etc. Par exemple, avec Bruniquel, où les Néandertals semblent avoir transporté toutes les stalagmites, les réagencé d'une certaine manière qui nous est encore inconnue, ou encore le seul biface qui a été trouvé à la Cima de los Huesos, qui avait une couleur rouge particulière et qui a peut-être, j'ai envie de dire, tapé à l'œil de cette population.
Voilà, bon, disons que ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une période, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Eurasie, dans laquelle ces soi-disant Homo sapiens en Afrique ne font pas des choses très différentes des Néandertaliens. Donc nous commettons toujours l'erreur de comparer les comportements des Néandertaliens avec des comportements d'hommes modernes qui vivent après les Néandertaliens. Okay. Donc, parce que si on raisonnait comme ça, on pourrait toujours arriver à la conclusion qu'au Moyen-Âge, les gens étaient plus stupides que nous et les Romains étaient un peu plus stupides, etc. Tandis que nous sommes là parce qu'en effet, nous avons cumulé toutes ces différentes innovations. Donc moi, ce que je constate, c'est que effectivement, pour l'instant, l'art figuratif, c'est quelque chose qui se développe en Indonésie ou en Europe, mais que dans la période précédente, il n'y a pas une aussi grande différence entre les comportements des populations avec des morphologies anatomiques modernes en Afrique et les Néandertaliens. Les Néandertaliens aussi utilisent des pigments. Ils font des sépultures, même ils font plus de sépultures les Néandertaliens que les hommes modernes. Et à la Cima de los Huesos, je vois la Cima de los Huesos comme un site exceptionnel qui nous illumine sur les pratiques funéraires, mortuaires, d'une époque pour laquelle on a très très peu de restes archéologiques. Donc je pense qu'en effet, il y a une évolution très longue des pratiques funéraires et qui peut-être probablement une évolution qui parle de notre ancêtre commun en chimpanzé. Dans les dernières 2-3 ans, ils sont sortis plusieurs articles qui montrent que les chimpanzés s'intéressent au corps du défunt. Parfois, ils restent autour du corps pendant des heures. Il y a des manipulations qui sont faites, etc. Cela ne laisse pas de traces archéologiques, mais si les chimpanzés le font, on peut imaginer qu'à partir de 8 millions d'années, on a toute une série de pratiques liées au corps du défunt qui ne nous sont pas restées. Donc, en effet, très souvent, dans le passé, on a vu les sépultures primaires. Primaire, ça veut dire qu'on fait un trou, on met un corps dedans et on couvre le corps avec du sédiment. Si vous prenez un corps et vous le cachez dans un endroit, dans une grotte, ce n'est pas une sépulture, c'est un autre nom. Donc en effet, je pense que Paul Petit a écrit un livre sur ça, c'est-à-dire sur toutes les différentes typologies de traitement funéraire. Nous faisons face au cours de 7 millions d'années probablement à quelque chose de très très complexe, avec des phases, avec différentes diversifications, mais pour lesquelles on a actuellement très peu de traces archéologiques. Et Cima de los Huesos est un de ces cas. C'est un cas de ce que les collègues anglais appellent le funerary catchment, c'est-à-dire l'endroit où on cache, on met des corps, et qui précède probablement les sépultures primaires qui se développent à la fois chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes en Afrique. Mais ce qui me touche, c'est le fait que ces soi-disant populations modernes Homo sapiens en Afrique, qui sont en grande partie anatomiquement modernes, dans certains cas, ils ne font pas quelque chose de très différent des Néandertaliens dans leur culture matérielle, pas seulement dans leur monde symbolique, c'est-à-dire dans la manière de tailler la pierre. Ils font des choses qui très souvent sont bien plus primitives que celles des Néandertaliens. Donc de ce point de vue, il n'y a pas une grande différence. Mais c'est vrai qu'après, à partir de 42 000 ans, 44 000 ans, on voit en Europe une très forte complexification des comportements. Mais comme il rappelait Franz, très souvent cela a à faire avec une complexification des cultures, c'est-à-dire des processus qui font que les gens ont besoin d'être plus connectés, d'identifier plus des rôles sociaux, d'avoir un chaman qui est habillé d'une manière différente d'un autre membre du groupe, etc. Donc ça me semble... Mais le phénomène biologique et la différence biologique me semble de plus en plus prendre moins de poids dans la compréhension. Donc pour moi, ce n'est pas des Néandertaliens ou des hommes modernes, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font les uns, qu'est-ce qu'ils font les autres, et surtout pourquoi il y a certains qui ne le font pas. Et c'est ça qui me semble être intéressant pour essayer de comprendre la nature de ces processus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. À peu près, je pense, oui. Merci beaucoup. La question suivante. Madame, vous pouvez passer le micro à votre voisin.
très fort pour qu'on m'entende bien avec un enregistrement. Voilà, très bien. Non, la question sera courte. Si j'ai bien compris, on pense qu'il y a une évolution génétique qui a permis cette conscience du symbolisme. Est-ce qu'on sait l'identifier ? Est-ce qu'on sait dire quel gène ou quelle mutation génétique? Voilà, mais je pense en effet qu'il n'y a pas de mutation génétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rattacher à une mutation génétique, mais on peut le rattacher plutôt à des situations contingentes, historiques, chacune liée à une trajectoire culturelle différente de population à l'intérieur dans un environnement donné. La question, c'est essayer de comprendre pourquoi ça se développe dans certains cas ou dans d'autres cas et quels sont les moteurs de cela. Mais je dirais, dans ça, je vois ce n'est pas pour nier en effet le rôle de la génétique, mais je vois la génétique comme quelque chose qui va suivre, c'est-à-dire que ces innovations, une fois acceptées, vont impliquer une coévolution avec la génétique. Mais ce n'est pas une mutation génétique au début qui produit l'émergence de ces innovations. La génétique suit au moins, je dirais au moins depuis 300 000 ans, la génétique suit l'acceptation de ces innovations et surtout, chose plus importante des innovations, le fait que les populations se dotent de façons pour pouvoir transmettre ces innovations de manière efficace. Et très souvent, les innovations plus complexes demandent un investissement important pour pouvoir être communiquées. Et aussi, naturellement, comme rappelait Franz, une taille de groupe suffisante, parce qu'il y a pas mal de modélisations qui montrent que si vous êtes dans des groupes petits, vous avez beaucoup de chances que l'inventeur ne devienne jamais un innovateur, parce que des innovations intéressantes risquent de mourir. Pas seulement la taille des groupes, mais aussi le taux de fécondité et les liens entre les groupes sont ce qui permet aux innovations de se diffuser et de se maintenir. Voilà. Nous, actuellement, s'il y a quelqu'un qui invente quelque chose, dans un quart d'heure, tout le monde le connaît sur la planète, mais au paléolithique moyen, quelqu'un invente quelque chose, bon, si c'est quelque chose de vraiment novateur, les gens ils disent non, comme toi on ne fait pas, ou sinon ils l'acceptent, mais il faut qu'il y ait un réseau suffisamment grand pour que cette innovation J'ai travaillé avec les San, les chasseurs San dans le Kalahari, et donc on a pris 4 personnes âgées du nord de la Namibie et on les a amenés à Johannesburg, dans l'endroit où il y a le plus grand musée d'objets San. Donc on est resté 10 jours avec eux, on a sorti chaque objet du musée, donc après on a fait un livre sur ça. Et à un certain moment, je posais la question, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous montre une autre manière de faire, ils m'ont répondu, oui, on va essayer de la reproduire et voir si ça marche, mais après on va revenir à notre manière de faire ancienne. J'ai réfléchi quand même 4 fois avant d'accepter une innovation. Pardon. D'autres questions? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour toutes les explications. Je viens de vous rejoindre parce que c'était la question. J'ai un peu étudié la génétique de façon un peu générale. Donc, et vous avez évoqué qu'il y avait une probabilité que la génétique peut être impactante de ces symboles humains. Donc, probablement oui, mais sur des centaines, des millions d'années, puisque la génétique peut impacter le cerveau et le corps humain. Mais je ne vois pas cet impact sur l'humain sur une courte durée, même si c'est des centaines d'années, puisqu'on, comme vous l'avez évoqué, on peut voir ces différentes de symboles humains, même dans une population. Et donc la question qui me vient à l'esprit, c'est quoi les pistes sur lesquelles vous travaillez pour savoir c'est quoi les moteurs de changement de ces symboles au sein d'une même population, et pourquoi ce besoin d'appartenance, de chercher ces symboles pour dire voilà, j'appartiens à ce groupe, à cette espèce, ou
Donc ça peut être de courte durée comme ça peut être des centaines d'années. Mais on a toujours ce besoin d'appartenance et de le prouver en quelque sorte en apportant ces symboles humains. Merci. Ça serait paradoxal que ce soit moi défendre la génétique, mais je pense que quand même la génétique a une importance et qu'elle dialogue en continuation avec les comportements culturels. Donc il ne faut pas l'oublier. Simplement, je pense que surtout dans des périodes récentes, c'est plutôt, disons, elle qui vient après les changements culturels. Alors la question de besoin d'appartenance, c'est-à-dire d'inscrire... alors je reviens des États-Unis où il y a eu un petit workshop interdisciplinaire sur la question de qu'est-ce que c'est une société. Okay. Et le collègue qui à l'origine est un entomologue qui a organisé ce workshop, il fait une différence entre les sociétés anonymes, ce qu'il lui appelle les sociétés anonymes, et les sociétés dans lesquelles il y a une reconnaissance directe des gens. C'est-à-dire dans une société chimpanzé, les chimpanzés se reconnaissent les autres, n'ont pas besoin de marquer, parce que c'est une société relativement petite et parce que le territoire dans lequel ils vivent, il est bien défini. C'est-à-dire que si vous vous dépensez, vous allez vers la frontière, vous risquez d'encontrer d'autres chimpanzés qui ne sont pas contents que vous allez chez eux. Tandis que les sociétés humaines sont les seules qui ont créé des sociétés anonymes, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez l'impression que tous les gens ici, nous appartenons à la même société, mais nous ne les connaissons pas. C'est-à-dire, moi, je ne vous connais pas. Et nous avons trouvé des stratégies pour montrer dans ces sociétés anonymes que nous appartenons, que nous partageons quelque chose avec les autres, qui sont de l'ordre très différent. C'est-à-dire, par exemple, on me disait, un Américain, s'il voit un Australien marcher, il va se rendre compte qu'il est Australien, même simplement dans la manière dans laquelle il marche. Donc, mais ça c'est bon. Mais la manière dans laquelle nous nous habillons, les objets, donc la manière dans laquelle nous marquons notre être, permet de nous reconnaître comme appartenant à la même société, donc d'être des membres anonymes de cette société. Je pense que ça c'est un point important parce que ça permet d'élargir énormément la taille de cette société. C'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un et le tuer en disant « je ne sais pas si je ne te connais pas, donc peut-être ça se passait dans le passé, mais disons qu'il y a quand même cette connaissance. Vous rencontrez quelqu'un qui a une croix, ben vous le reconnaissez même au Moyen-Âge comme membre de cette société. Donc le marquage du corps, qu'il soit de façon permanente ou permanente encore à plus forte raison, parce que vous inscrivez sur vous pendant toute votre vie. Donc, vous faites une déclaration. Je veux être membre de ce groupe. Maintenant, les choses peut-être sont plus compliquées parce qu'en effet, très souvent, le tatouage devient plutôt une manière pour renforcer sa propre identité. Mais disons, dans le passé, toutes ces modifications permanentes sont une manière pour pouvoir réclamer le fait qu'on se reconnaît comme membre de société pendant toute sa vie. Donc, après, bon, naturellement aussi les objets de parure, les habits, etc. Donc ma réponse, ça serait, c'est important pour créer des sociétés anonymes dans lesquelles on se reconnaît comme membre de la société, même si il n'y a pas une reconnaissance réciproque. Voilà. Mais c'est une partie de la réponse. Pardon. Donc on va remercier Francesco De Rico pour cette belle intervention. Pour les questions auxquelles il s'est prêté.